Alors, comme il est nécessaire que vous sachiez à qui vous avez affaire, moi je ne reviendrai pas sur mon profil, mais par contre, nous allons vous donner la parole pour que vous puissiez vous présenter vous-même. Est-ce que l'on commence par vous? Par Votre exemple, nom, nom, prénom, âge, profession, voilà, carte la totale. d'identité. Quoi. Ok. Bonjour, je m'appelle Anne Louviot et j'ai été invitée aujourd'hui sur ce fabuleux salon en ma qualité de présidente du groupe ANDRH Flandre Artois, une association qui regroupe, comme son nom l'indique, des professionnels de la fonction RH. Et j'ai le plaisir d'animer dans notre région donc le groupe Flandre Artois, en vous précisant également, si vous n'êtes pas métropolitain, que cette association en fait est représentée par 3 groupes. ANDRH Flandre Artois, ANDRH Nord-Maritime, dont vous allez également entendre le vice-président qui est assis à mes côtés, et le Hainaut Cambrésis. Voilà, et donc on essaye de venir alimenter les débats avec toute la connaissance que nous avons du sujet RH au travers de nos adhérents et de ce que nous échangeons avec eux. Voilà, il faut peut-être rappeler que la NDRH, c'est à peu près 5000 personnes, je crois, 5000 DRH, ou membres de la fonction RH, que ça existe depuis des années, qu'avant ça s'appelait la NDCP, que c'est devenu donc la NDRH il y a une dizaine d'années à peu près, oui, et que la présidente s'appelle aujourd'hui Audrey Richard. Vous savez, c'est comme en politique, hein, notre métier se féminise. Et on retrouve ça aussi dans la fonction RH et aussi dans l'association, puisque je crois que c'est une des premières fois que c'est une présidente. On n'a eu pratiquement que des hommes avant. Hein, voilà. Il y en a eu une, oui, mais c'était il y a longtemps. Ok. Merci. On passe à vous. Vous déclinez vos noms, prénoms, âge, qualité, comme au tribunal, hein, pareil. Tout à fait. Donc, je m'appelle Karine Sassépé. Je suis actuellement, j'anime un programme de recherche en sciences sociales au sein de la direction recherche-innovation de Capgemini Engineering. Donc, Capgemini Engineering, c'est le nouveau nom d'Altran qui a été racheté par Capgemini il y a un peu plus de 2 ans. Et donc, j'ai lancé ce programme il y a 1 an et demi, donc de manière un petit peu innovante parce qu'il y avait au sein de la direction recherche déjà des chercheurs, mais c'était des chercheurs en sciences exactes, en informatique, en mécanique, en chimie. Et donc là, l'idée, c'est de réunir des chercheurs en psychologie, sociologie, management, communication, pour travailler sur notre thématique fondamentale, Future of People at Work. Alors moi, ça me réjouit parce que depuis le début de ma carrière, je me suis toujours posé la question comment faire travailler les gens autrement. Alors j'ai d'abord commencé au sein de DRH sur des jobs de talent management pendant une dizaine d'années, puis ensuite je suis devenue consultante en management, ressources humaines, j'ai accompagné, formé, coaché, orienté. Et puis là, en fait, je dirais que je traduis toute cette expérience avec l'aide de mon équipe pour en tirer des connaissances que je vais vous partager, j'espère, dans les minutes qui viennent. Voilà. Merci. Troisième présentation. Merci André. Donc Emmanuel Gobin. Alors je dois décliner et donc ça doit commencer par l'âge. Ah, oui. Donc oui. 52 ans, voilà, dont 27 ans d'expérience dans les métiers du management de l'humain, je vais le dire comme ça, puisque après 25 ans de carrière dans la fonction RH, en conduite de projet RH ou d'équipe RH, eh bien, j'ai passé le cap qui est aujourd'hui, je suis directeur général d'une association médico-sociale et nous employons 450 salariés pour lesquels j'essaye, avec l'humilité nécessaire de tout manager, d'appliquer ce qui a fait que je me suis orienté vers la fonction RH, c'est-à-dire mettre l'humain vraiment au cœur de l'organisation, ce qui fait que ça m'avait aussi amené, comme nous le disions, à prendre quelques responsabilités au sein du Bureau national de la NDRH. Tu as évoqué les caractéristiques de l'association, effectivement, 75 ans de vie en France, et nous accompagnons aujourd'hui 5500 DRH et experts de la fonction RH partout sur le territoire. Et nous réalisons régulièrement des études pour comprendre finalement la réalité de ce que nous avons à traiter en tant que manager de la fonction RH, c'est l'humain et l'humain au travail. Donc effectivement, beaucoup de sujets en ce moment sur ce thème. Et on va en parler très vite. Donc, on va essayer
à la fois de demander l'avis des 3 personnes qui sont présentes sur chacun des thèmes que l'on va envisager, mais je voudrais les citer, ces thèmes-là, de façon à ce que vous sachiez comment on va décomposer cette heure de travail. En fait, on pourrait s'attendre à ce que l'on passe un certain nombre de minutes sur le télétravail, sur les conséquences du Covid, enfin sur un certain nombre de thèmes comme ça. Oui, peut-être, mais ce ne sera pas aussi long. Je pense qu'on va en venir directement aux conséquences. C'est-à-dire, en fait, apprendre à travailler autrement, c'est aussi, est-ce que le DRH va être amené à travailler autrement? Alors pour ça, on va partir d'un a priori, qui est celui que, une des leçons que l'on a à tirer de la crise, ça va être de remettre le collectif au centre de nos préoccupations. Quand je dis ça, il faudrait peut-être aussi parler des collectifs et non pas du collectif, parce qu'on va voir peut-être qu'au sein des entreprises, il peut y avoir plusieurs types de collectifs et que tous n'ont pas besoin de la même réponse, ou ils ont tous besoin de la même attention, mais pas forcément de la même réponse. Donc on va s'occuper du collectif dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va essayer puisqu'on parlait tout à l'heure lors de ces keynotes de l'envie que l'on doit donner aux gens de venir nous rejoindre, on va essayer de se poser la question, comment peut-on donner envie à de futurs recrutés de venir nous rejoindre, sachant que sur certains métiers, c'est devenu une véritable galère. Et pas seulement parce que la marque employeur n'est pas forcément très bonne, mais c'est aussi parce que les gens ne veulent plus de ces métiers-là. Donc on est dans une situation où là les DRH vont faire preuve de beaucoup d'innovation. Et puis le dernier point, c'est de voir de quelle façon, on rejoindra peut-être d'ailleurs la première keynote de Jérémy Lamery, c'est de voir de quels outils on va pouvoir s'accompagner pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et avoir peut-être des capacités de perspective et de prospective qui nous permettent de nous dégager d'un certain nombre de tâches pour pouvoir nous consacrer à l'essentiel. L'essentiel, tu l'as dit, c'est l'humain. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va s'appuyer sur les résultats d'une enquête qui a été menée donc, par la NDRH et par le groupe BCG. Je pense que tu es le mieux placé puisque tu fais partie donc, du comité national de la NDRH. Tu es le mieux placé pour nous présenter cette enquête. De quoi parle-t-elle et de quoi elle ne parle pas? Oui, alors avec la gageure d'essayer d'expliquer une étude en quelques secondes, puisqu'il ne faut pas y passer plusieurs minutes, une étude qui a été menée au cours du premier trimestre de cette année auprès de 550 DRH en France, qui était effectivement quelles sont les perspectives concrètes que vous voyez dans les évolutions du travail. Cette étude, il faut aussi la mettre en lien avec un autre élément que vous pouvez tous aller voir, c'est l'enquête emploi de l'INSEE. Vous savez que tous les ans, l'INSEE fait un certain nombre d'études et elle nous apporte beaucoup de choses. Alors je voudrais juste nous rappeler quelque chose. On va partir un peu en arrière. Nous sommes en 2019 et il y avait le premier Human Day ici en 2019 et je suis allé chercher quelques statistiques. Toujours intéressant de savoir comment c'était il y a 3 ans. On est dans la préhistoire, dans le monde des ressources humaines il y a 3 ans. Simplement un chiffre. Le télétravail, en France, avait concerné à l'époque 3% de personnes. Et quand on dit télétravail, c'est les personnes qui régulièrement travaillaient au moins un jour par semaine. 3%. 25 millions de personnes, 3%, on est en 2019. Nous sommes en 2022. L'INSEE rappelle que nous sommes désormais 22% de la population française à télétravailler au moins un jour par semaine. C'est-à-dire qu'en 3 ans, il y a une évolution de l'organisation du travail qui concerne, alors je vous évite les règles de 3, 4 millions de personnes de plus qu'il y a 3 ans. Je pense que nous n'avons jamais vécu une telle transformation du marché du travail en aussi peu de temps. Mais, et c'est aussi un élément important de l'étude qui a été faite avec le BCG, il ne faut pas considérer que tout le monde télétravaille. Et ça, c'est une des réalités que chacun des managers ou chacun des experts de la fonction RH gère au quotidien, puisque le télétravail ne concerne que 22% de la population. Donc il y a 78% de la population qui n'a pas télétravaillé l'année dernière. Or, on peut avoir l'impression que finalement, aujourd'hui, tout le monde télétravaille. Et ce qui, moi, me paraît important, et on en a parlé depuis tout à l'heure sur la question de l'engagement, du collectif, c'est que c'est un vrai sujet. Comment on
fait travailler ensemble des gens qui et des gens qui pas. Traduction très opérationnelle, hein, ceux qui peuvent télétravailler ou ceux qui ne peuvent pas. Il y a même d'ailleurs des entreprises dans lesquelles le problème ne se pose pas du tout. Je pense dans notre région, nous avons beaucoup d'entreprises industrielles. Il n'y a que 0,1% de la population des ouvriers qui a télétravaillé. Par contre, si nous sommes en plein cœur de Paris, 75,5% de tous les cadres télétravaillaient l'année dernière. Donc là encore, en termes de réflexion sur l'organisation du travail, ça vient nous impacter, nous, parce qu'évidemment, selon la population que l'on gère, on évoquait la question des populations, ou selon l'endroit où les populations sont, ou la nature des métiers, évidemment, la question de l'organisation du travail ne change pas, enfin va changer. Par contre, un élément majeur, c'est que globalement, tout le monde perçoit que d'ici 2 à 3 ans, dans les entreprises dans lesquelles il y a plus de 30% de cadres, le nombre de télétravailleurs va atteindre 50% de l'effectif. Et quand vous voyez des entreprises qui sont 300 salariés, et donc il y a à peu près 30% de cadres qui vont télétravailler, évidemment, ça change tout. Que dire d'autre ? L'étude BCG démontre qu'aujourd'hui, le poids moyen, c'est 2 jours par semaine, ou 2 à 3 jours de télétravail par semaine dans les organisations qui télétravaillent. Ça veut dire aussi, effectivement, comment je concilie ceux qui télétravaillent et ceux qui ne télétravaillent pas, mais aussi comment je crée les conditions d'emploi pour les télétravailleurs lorsqu'ils reviennent en présentiel. Ça pose énormément de sujets sur l'architecture des bâtiments, l'organisation du lieu, la vie, les outils, entre guillemets, mis à disposition des personnes. Mais globalement, qu'est-ce que ça signifie en fait ? Nous avons de nouvelles segmentations au sein des entreprises. Moi, je me rappelle, quand j'ai étudié un petit peu le métier RH, il y a quelques années, donc, on parlait aussi de la motivation née du sentiment de justice. Le sentiment de justice dans nos organisations, il est réinterrogé. Je pense que chacun d'entre vous, vous avez souvent des collaborateurs qui viennent vous voir en vous disant « Et pourquoi moi, je ne pourrais pas ?» Parce que ton poste, il n'est pas télétravail. Il n'est pas télétravaillable. Je pense à des agents de maîtrise sur des chaînes de production, sur des métiers, par exemple, de la métallurgie. La partie télétravail du poste, je ne suis pas sûr que ce soit évident. Nous avons aussi à gérer le fait que dans nos entreprises se sont complexifiées, avec des parties qui sont totalement télétravaillables et des salariés qui ne télétravailleront. Comment on va concilier le besoin de collectif dans ce schéma-là ? Et en revanche, il y a aussi un élément qui, moi, me paraît important, c'est que ça nous apporte énormément de changements dans les relations aux personnes. On a parlé beaucoup des risques psychosociaux. Moi, je pense à l'isolement. J'ai rencontré il n'y a pas très très longtemps un des directeurs opérationnels de Microsoft France qui m'a autorisé à en parler. Effectivement, la question du sentiment d'isolement sur certains métiers qui sont complètement dépourvus de relations présentielles interroge. Et puis le sentiment, tout simplement, le sentiment sécure que l'on évoquait tout à l'heure. On a besoin d'être sécurisé dans le monde du travail. Le lien avec l'entreprise, lorsqu'il est de plus en plus distendu, peut atténuer peut-être cette réalité. Mais en même temps, c'est une magnifique opportunité de changement. Et je pense à d'autres exemples dans le monde de l'aéronautique, par exemple, où effectivement, grâce aux nouvelles technologies, aujourd'hui, on peut faire travailler des Français et des Chinois sur un modèle organisé en 3 dimensions qui va permettre d'éviter des déplacements aux 2 équipes qui vont travailler ensemble à distance sur le même projet. Voilà quelques apports de cette étude. Merci. Anne, votre avis sur cette question ? C'est-à-dire, en fait, les collectifs, on les gère différemment, on les gère comme avant. Que faut-il faire ? Et j'en profite pour mettre entre parenthèses aussi une question. C'est-à-dire, les collègues que vous fréquentez au sein de l'association vous ont-ils fait part d'un certain nombre de difficultés qu'ils peuvent rencontrer aussi sur ce sujet-là ? Alors, la question du collectif, effectivement, elle est revenue beaucoup au cours de nos différents échanges. Le collectif d'avant et le collectif d'après, je vous laisse mettre chacun ce que vous voulez avant et après, il a évolué. Il a évolué pourquoi ? Parce que Emmanuel vient de nous le dire, en fait, on a rajouté des composantes au collectif. Avant même tout ce qu'on vient de vivre, on avait quand même pour mission de gérer un collectif au mieux. Et aujourd'hui, on va continuer de le gérer, on va continuer à viser à se recentrer sur ce collectif. Mais on nous a ajouté des éléments nouveaux dans cette équation qu'on passe notre vie à essayer de résoudre. L'élément nouveau, c'est effectivement tout ce qu'on vient de vivre qui a apporté des éléments, pour moi, de type tout à fait personnel et individuel,
qu'il est temps maintenant d'intégrer dans le collectif. Parce que on ne va pas se raconter des histoires. L'entreprise, ce n'est pas la somme d'une chose à la fois. L'entreprise, c'est un tout qui ne fonctionne que parce que chacun y amène ce qu'il doit y amener. Donc, si on oublie la notion du collectif, je crains que nos entreprises ne s'arrêtent. Ce qui serait quand même tout à fait à l'opposé de ce que nous cherchons tous à faire le matin en prenant nos missions et notre casquette de manager, d'ouvrier, d'opérateur, de patron, de tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est comme ça qu'on va démarrer sa journée. Alors, l'idée qui pourrait être la plus pertinente pourrait s'orienter ou s'articuler autour de comment je vais intégrer dans mon collectif tout ce qui relève de l'individuel et qui vient de me tomber dessus. Et là, il me semble vraiment très important d'essayer d'écouter chacun et de trouver un maximum de réponses. Parce que on peut avoir le rêve de créer un modèle collectif unique. J'ai quand même l'impression que ça ne fonctionnera pas. Puisque, on vient de le voir également, on est très focus en ce moment sur le télétravail. Et le télétravail, non, ne concernera pas tout le monde. Pour autant, les gens qui ne vont pas passer au télétravail, que ce soit par choix ou par nécessité, parce que si le poste n'est pas télétravaillable, ce n'est pas en un claquement de doigts qu'on va le rendre télétravaillable, ces gens-là, il faut qu'on les laisse dans l'entreprise. Il s'agit bien de continuer à considérer que chaque acteur de l'entreprise fait partie du projet et qu'on va en laisser le moins possible sur le bord de la route. Donc, veillons quand même à ce que ce télétravail ne devienne pas quelque chose qui va venir marginaliser les uns au profit de ce que pourraient être les autres, et on recommencerait une guerre des égaux, un peu comme on peut la connaître entre le commerce et la gestion, entre les cadres et les non-cadres, et selon des certitudes qui peuvent nourrir parfois de dire que les uns sont plus importants que les autres, ou moins importants, ou que sais-je. En tout cas, toutes ces différences qui sont quand même de sérieux freins à l'inclusion et qui s'inscrivent à l'encontre de ce qu'est l'entreprise, qui en fait propose un terrain d'activité à chacun. Et encore une fois, l'entreprise a besoin de tous pour avancer et perdurer. Donc le collectif de demain ressemblera au collectif d'hier dans ce qu'il a comme finalité, c'est-à-dire faire avancer l'entreprise, et en sera fondamentalement différent parce qu'il va nécessairement intégrer des éléments qui sont nouveaux, qui devaient de toute façon s'inscrire dans notre histoire, mais que la crise sanitaire a considérablement accéléré et qui nous amène à prendre, oui, il faut prendre les mesures maintenant et pour préparer ce que sera demain de la meilleure façon. Alors, merci. Pour vous, j'ai le regard de la chercheuse sur ce type de problématique, d'une part, et puis d'autre part, peut-être aussi le regard de quelqu'un qui travaille en fait dans une société qui est essentiellement composée de gens qui peuvent télétravailler. Vous êtes dans une société où il y a, la grosse majorité des gens sont des cadres ou des ingénieurs. Donc, est-ce que vous avez un regard différent, ou est-ce que vous comprenez aussi que certaines entreprises se retrouvent dans des situations complètement paradoxales à cause de leur population et à cause aussi peut-être d'un phénomène de société où les individus n'ont plus les mêmes façons d'agir? En d'autres termes, est-ce que les secrétaires chez vous qui vont peut-être avoir du mal à télétravailler ne vont-elles pas considérer que leurs ingénieurs ou leur N+1 a des avantages en nature, puisque lui peut? Oui, alors effectivement, donc je comprends la situation d'entreprises qui ont des emplois ou effectivement des fonctions qui ne sont pas forcément télétravaillables. Je vais vous parler beaucoup de l'exemple que je vis chez Capgemini. En fait, on a un accord de télétravail qui a été signé juste après on va dire, ces derniers mois, après le gros de la crise Covid, et qui permet un télétravail à 70% pour toute personne, même les stagiaires. Et quelles que soient les fonctions. Donc ça, c'est le résultat effectivement des mois passés. Après, donc j'ai un regard de chercheuse, mais aussi en tant que manager d'une équipe de chercheurs. Donc là, je vais vous parler d'un collectif plus sur un exemple microscopique par rapport à la taille de l'entreprise, mais on est une équipe d'une quinzaine de personnes. Et quand j'ai lancé le programme, que j'ai commencé à recruter des chercheurs, déjà, je faisais venir dans l'entreprise des personnes un petit peu exotiques, donc avec un doctorat, qui avaient fait l'université, qui n'avaient pas fait d'école d'ingénieur, qui avaient fait plutôt des sciences sociales. Et donc,
ça posait plein de questions aux gens sur place, comment est-ce qu'on allait les manager, comment on allait les faire évoluer. Et donc j'ai eu envie, et là je rejoins mon expérience de chercheur, de me lancer une communauté, c'est-à-dire que j'avais travaillé auparavant sur cette question des communautés de pratique, des communautés d'intérêt. Mais là, je l'ai vraiment voulu l'orienter, non seulement sur l'apprentissage, parce qu'on sait que ces communautés servent à progresser, mais aussi sur le lien. Les chercheurs étant répartis sur 3 villes, Nantes, Toulouse et Paris, étant donc managés par différentes entités, j'ai fait en sorte dans cette communauté qu'il y ait des rituels. Et ça, je pense que c'est très important pour le collectif. Et je crois que le télétravail a brisé beaucoup de ces rituels managériaux. Donc en fait, en lançant cette communauté, j'ai institué, alors au départ en le proposant, et puis ça a été ensuite vécu, quitte à ce que ce soit même rejeté au bout d'un an, parce que c'est vivant. Donc des parrainages, des rituels de réunions régulières, des rituels pour les nouveaux membres qui se présentent, mais aussi des rituels d'inclusion, des rituels de départ, celui qui part, qui démissionne, dit je m'en vais, voilà, des choses qu'on ne fait plus dans les entreprises. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment les départs sont souvent très cachés, enfin mal vécus, en tout cas dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Et je crois qu'effectivement ça a permis donc une fidélisation, parce que c'était quand même pas évident de faire venir des gens qui ont 30, 32, 33 ans, qui viennent du monde académique, qui ont fait 1, 2, 3 ans après leur thèse à l'université, et de se retrouver dans une société de services très, très orientée client, voilà, avec, pour qui la vente est un peu l'action comment dire, la plus valorisée en fait, dans l'entreprise. Donc je constate en fait les bienfaits de cette dimension communautaire avec cette forte identité, à tel point que quand je propose des initiatives où il s'agit de passer 1 heure, de donner 1 heure de son temps pour aider les autres de la communauté, à tour de rôle, on se soutient pour préparer un pitch, pour préparer un papier, enfin bref. Donc ce travail, eh ben, il y a une générosité. Je suis toujours agréablement surprise de voir comment en fait les gens sont prêts à donner pour entretenir ce collectif, parce qu'il est bienveillant, parce qu'il est bienfaisant, et puis parce que ça leur a permis aussi, je pense, de prendre, en fait, ça leur a donné le temps de pouvoir s'inclure dans un collectif beaucoup plus grand, puisque si on regarde, voilà, donc communauté de 15 personnes, Capgemini Engineering 12 000 et Capgemini France 40 000, donc voilà, ça leur a donné je dirais, je pense, un collectif à taille humaine, et je crois que c'est, après ces années que nous venons de vivre, un vrai critère. Voilà. Alors pour vous, je complète par une question supplémentaire. Là. Vous avez commis un ouvrage qui positionne le DRH dans quelques années. Oui, il ne fallait pas en parler. Mais... En fait, c'est pas vraiment un ouvrage. En fait, c'est plutôt une série de réflexions un peu prospectives sur le RH en 2035. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est là, en tant que manager, vous attendez quoi de votre DRH en matière de gestion de ces collectifs? Ah, très bonne question. Alors en fait c'est amusant parce que j'ai été RH et puis effectivement maintenant je suis manager, donc entre guillemets consommatrice de services RH. Donc on voit plus les choses pareilles. On comprend mieux pourquoi les RH sont parfois pointés du doigt ou méconnus, mal compris. En fait, moi je ne suis pas manager hiérarchique en fait, c'est toute la difficulté. C'est une équipe que moi je supervise. Je suis un peu... En fait, je fais de la direction scientifique par rapport à leurs projets. Bien sûr, je les accompagne beaucoup dans leur montée en compétences, parce que cette acculturation, je la fais au quotidien avec eux. C'est vrai que de la part de la RH, j'attends une aide, en termes de formation, très clairement. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a pu monter un programme de formation de 11 jours, c'est énorme quand même, pour la première année. Donc les chercheurs bénéficient d'un parcours qui s'appelle PhD Start and Grow, pour pouvoir, donc ça s'adresse à des docteurs, PhD, ça veut dire docteur. Donc les docteurs qui peuvent comme ça donc acquérir des compétences pour pouvoir en fait tout simplement fonctionner dans un monde d'entreprise. Donc savoir gérer un projet, gérer son temps, communiquer, etc. Des soft skills.
Voilà, revient à ce qui a été dit auparavant, très brillamment par les speakers auparavant, donc je ne veux pas trop rentrer, être redondante, je serai sans doute maladroite. Et donc il y a la dimension de compétences, de formation, et puis aussi la question de la mobilité. Alors là, je trouve que, j'avoue que je pense que c'est un axe de progrès, d'autant que la question du lieu de travail se pose de plus en plus, avec la question qu'elle s'est liée à la question du télétravail. Le télétravail permet aussi de changer son lieu d'habitation, et donc pour certains de passer d'une ville à l'autre. Et cette accélération, je pense que ça c'est quelque chose que j'attends peut-être aussi des fonctions RH, c'est de permettre ces mobilités. Voilà. D'accord. Anne, si vous aviez un conseil à donner au DRH sur la gestion des collectifs, le premier qui vous vient à l'esprit. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est d'essayer de retrouver des valeurs communes qui vont permettre de donner du sens à ce collectif qu'on doit créer, recréer, et que chacun s'y retrouve avec l'ouverture la plus large qui soit, et toujours bien sûr dans l'objectif de faire fonctionner l'entreprise. D'accord. Alors, donner du sens, c'est effectivement quelque chose que l'on peut demander, mais est-ce que c'est pas plutôt de permettre à chacun de trouver son sens? Alors là, je vais essayer de répondre en tant que dirigeant d'organisation, parce que quand vous avez 450 salariés, permettre à chacun de trouver son propre sens est quand même une vraie difficulté réelle. Et heureusement que nous avons des équipes RH qui nous soutiennent dans ce travail-là. Comme ça, c'est une mission partenariat. Effectivement, aujourd'hui, je pense que la question qui se pose, c'est à la fois de permettre à chacun d'œuvrer pour une structure dans laquelle la personne se sent avoir envie de travailler. Donc, il y a une question de sens cherché dans l'entreprise. Mais je crois aussi, et ça peut-être que ce sont les 2 dernières années qui nous ont amenés à ça, où effectivement on a une sorte de recherche du bonheur individuel qui se traduit dans l'entreprise, et savoir en quoi l'entreprise va, moi, me donner du sens à moi. Et là, on le disait tout à l'heure avec, je crois, Vincent, chacun va chercher son propre sens. Moi, il me semble par contre qu'il y a quand même un point qui relie aujourd'hui de plus en plus tous les salariés, quels qu'ils soient. C'est en gros en quoi l'organisation va me permettre à moi de me sentir bien. Cette notion de sentir bien étant finalement mesurée à l'aune de chacun. Mais en quoi je peux, grâce à l'entreprise, me sentir bien. Et là, je crois qu'il y a vraiment des champs importants à investiguer. Je sais que, en tous les cas, au sein de l'association, j'essaye de mettre en œuvre des pratiques qui sont simplement le retour à des fondamentaux. Comment on est bien, déjà en se sentant soit en sécurité, soutenu par son organisation et ses managers, formé. Effectivement, je rejoins sur la nécessité, mais aussi, avant tout, reconnu. Et là, ça, il me semble que nos organisations doivent toujours faire ce travail-là de reconnaissance très forte de leurs collaborateurs. Merci. Alors, je vous propose de passer au deuxième point que nous avions prévu ensemble de mettre en exergue, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a à vendre en fait aux nouveaux entrants. Qu'est-ce que l'on a proposé pour que justement ils puissent avoir une chance de se trouver bien. On commence par vous, Anne ? Allez, je vais reprendre les propos d'Emmanuel, parce qu'en fait, notre nouveau collectif doit réussir à contenter tout le monde en prenant un petit peu de chacun. Et donc, pour donner envie de rejoindre à un candidat de rejoindre l'entreprise, je pense qu'il faudra en premier lieu lui garantir qu'on va s'occuper de lui et qu'il va se sentir bien. Tout ce qu'aujourd'hui, on va dire, tout ce qu'on appelle le care, et comment on peut travailler sur ce sujet-là, qui va rester un point commun et qu'on déclinera, chacun le trouvera selon ce qu'il a, ce qui fait sens pour lui et qui lui permettra d'entrer dans le projet de l'entreprise. Mais avoir déjà cette certitude qu'on aura ce regard bienveillant dans l'esprit et dans le concret aussi. Donc avoir des actions qui peuvent prendre toute forme de réalité pratique, que ce soit dans l'aménagement des locaux, dans l'engagement de projets, dans la liberté donnée, dans la liberté d'action, la liberté de la confiance, tout ça va faire partie du CARE. Mais en même temps, il serait important de
de trouver un juste équilibre. On est passé d'une entreprise toute puissante, c'est moi qui choisis si tu rentres ou pas, à candidat tout puissant, c'est moi qui décide si je viens ou pas. Donc pour moi, c'est un peu des positions extrêmes et il est temps aujourd'hui de se retrouver et de se rééquilibrer un peu pour que chacun soit véritablement à sa place et que le tout fonctionne de façon optimale. Les extrêmes, pour moi, n'ont jamais été des bonnes valeurs au sens où elles ont pour vertu de s'opposer et quand on est dans l'opposition, j'ai du mal à voir comment on est dans la collaboration. Donc, n'essayons pas de créer quelque chose qui convienne à tout le monde, mais essayons quand même d'aller vers je réponds à tes besoins de candidat et donc je te propose de nous rejoindre en prenant l'engagement vraiment d'aller dans ce sens. Et toi, tu trouveras, en rejoignant notre organisation, des éléments qui doivent pouvoir te donner confiance et te permettre de t'engager. Donc, je serai vers une recherche d'équilibre constant qui sera vrai peut-être dans 1 heure et complètement changé dans 2 heures, puisque bien sûr, ce qu'on va nous demander avant tout, c'est d'être agile. Vous avez tous constaté la vitesse à laquelle les choses se sont enchaînées ces dernières semaines, ces derniers mois, j'oserais presque dire ces dernières années. Je n'ai pas entendu dire qu'on allait prendre un rythme de croisière, donc le volume normal va être avoir des concepts et conserver vraiment cette agilité qui est nécessaire dans toutes nos activités. Emmanuel, votre avis sur la question, avec peut-être en plus l'expérience que vous avez, vous, d'un contexte un peu particulier qui est le monde associatif. Alors, pour parler très clairement, le monde associatif souffre de ce que vient de dire Anne, c'est-à-dire une problématique d'attractivité. Même si le sens y est, naturellement, j'ai tendance à dire quand je discute avec des entreprises qui me disent « Ah, nous, il faut qu'on travaille sur notre raison d'être ou le fait qu'on soit entreprise à mission. Vous, au moins, vous avez cet avantage, vous n'avez pas de souci à vous poser. » Je les remercie de cette confiance qu'ils me font. Je pense qu'on en a d'autres parce qu'effectivement, la question de l'attractivité se pose. Donc, effectivement, comment on va construire cette envie de rejoindre ? Moi, je crois qu'il y a un élément qui est fondamental, c'est qu'on ne peut pas réellement, objectivement, proposer à chacun le mode de travail qu'il souhaite. Ce serait de la démagogie qui fait qu'une organisation ne marcherait pas. En revanche, garantir à chaque collaborateur qu'il aura le pouvoir de s'exprimer. On se rappelle le droit d'expression, ça remonte à très longtemps. De mémoire, c'était les lois Auroux. Mais je pense qu'elles viennent reprendre complètement leur légitimité. Permettre à chacun de parler de ce qu'ils vivent au quotidien, c'est-à-dire leur relation au travail. Comment on construit une organisation qui permet aux gens de parler de leur relation au travail, effectivement peut-être pour convenir pendant un temps d'un certain consensus, qui peut durer 6 mois, qui peut durer 1 an, en disant nous on voudrait essayer, et peut-être au niveau des plus petites équipes, un mode organisationnel qui nous paraît convenable. Moi j'entends par exemple qu'aujourd'hui il est très difficile dans une équipe de changer tous les 6 mois d'organisation, par exemple. Et pourtant, dans les organisations, nous travaillons avec des hommes et des femmes, en particulier des femmes qui peuvent être enceintes à certains moments et qui peuvent avoir besoin d'être un peu plus en recul par rapport à une activité professionnelle dans le médico-social, faire travailler des jeunes futures mamans dans un EHPAD, par exemple, ça va être très très compliqué. Et pourtant, je crois que là, le télétravail peut nous offrir quelque chose qui est d'entretenir un lien avec des personnes qui sont peut-être éloignées temporairement. Donc ça, c'est aussi une manière peut-être de construire un collectif. Eh bien, proposer à une personne qui aurait envie de rejoindre nos organisations, de dire, eh bien, si vous savez, au cours de votre vie, on adaptera les modalités de travail à ce que vous vivez, je pense que ça peut être un élément très attractif. D'accord. Pas d'opposition avec votre décision qui est celle d'avoir interdit le télétravail chez vous. Alors, effectivement, alors je n'ai pas interdit au sens propre du terme, mais j'ai eu un vrai débat. Et un débat qui n'a pas été dans mon bureau, qui a été avec tous les partenaires sociaux, avec toutes les équipes qui ont souhaité, en disant « Et nous, est-ce qu'on le fait ?» Alors je me souviens, j'ai eu un courrier, je pense que tous les DRH de France ont dû recevoir des courriers des inspections du travail, ou si ce n'est vous, vos DG, en disant « Il faut que vous mettiez en place le télétravail ». Et moi j'ai répondu en disant en 6 pages « Je ne vous ai pas attendu,
Ça fait déjà plus d'un mois et demi, 2 mois qu'on a travaillé avec nos partenaires sociaux pour déterminer les conditions dans lesquelles nous allions mettre le télétravail. Et en fait, on a considéré ensemble, comme 98% des postes sont des postes directement d'action à la personne, que ces postes-là n'étaient pas télétravaillables. J'ai tendance, si je dois clarifier, à dire qu'on ne peut pas s'occuper d'une personne en situation de handicap en l'accompagnant dans son quotidien derrière son ordinateur chez soi, histoire d'être un petit peu caricatural. Et donc, il restait 2%. Donc, 2% de mes postes étaient légalement télétravaillables. Alors, j'ai dit concrètement avec les partenaires sociaux, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, on a construit une vraie réflexion, ça a duré quelques semaines, en disant, mais c'est quoi finalement l'intérêt d'une organisation de travail ? Parce que, c'est à première vue, c'est d'abord pour ça. Chacun d'entre nous, qu'on soit manager ou dans la fonction RH directe, nous contribuons à l'organisation du travail dans sa finalité. Quelle est la finalité d'une organisation de travail ? Pour moi, il n'y en a pas beaucoup. C'est la performance. Sauf que la performance est une performance collective. Donc, quelles sont les conditions qui permettent de créer la performance collective ? Et en fait, on a posé la question comme ça. Et en fait, on a répondu un peu de manière simplifiée. Alors, tout à l'heure, il y avait 4 C. Moi, j'en ai noté quelques-uns. Mais la première des choses, c'est la coopération. Je ne coopère pas. Alors, je suis un petit peu direct. Et donc, si c'est ça, je n'hésiterai pas à répondre aux questions après la table ronde, si on le souhaite. Oui, la coopération par ordinateur assisté, je trouve que ce n'est pas le plus naturel qui soit. Et je vais vous donner un exemple tout simple dont on m'a parlé très récemment. Il y a un truc qu'on a oublié. Malgré tous les programmes de formation qui sont faits par les services RH et de toutes les organisations, le premier mode d'apprentissage dans les entreprises, c'est absolument pas les stages de formation. C'est je travaille à côté de Anne et je vois Anne faire quelque chose et par reproduction, je vais essayer de faire la même chose que Anne. Alors, ou pas du tout, parce que je considère que ce qu'elle fait ne me correspond pas. Mais l'apprentissage informel est la vie des organisations. Cette partie-là, effectivement, en télétravail, elle n'existe pas. Et donc, c'est comme ça qu'on en est arrivé à dire, avec les partenaires sociaux, dans un accord signé à l'unanimité avec tous mes partenaires sociaux, que le télétravail ne correspondait pas à notre nécessité d'entreprise. D'accord. Karine, vous êtes en plus sur un métier où il est difficile de recruter. Je pense que ça doit être la guerre, même entre concurrents chez vous. Oui, effectivement, j'ai en permanence 6 postes à pourvoir, là encore actuellement. Donc, oui. Donc, effectivement, moi, j'ai envie de rebondir sur un mot qu'a prononcé Emmanuel tout à l'heure, c'est le mot reconnaissance. Parce qu'on sait que c'est un facteur essentiel de motivation, de performance, de fidélisation, mais je crois que ça peut être un facteur d'attraction pour faire venir des candidats. Parce que les candidats, ils viennent soit parce qu'ils n'ont pas de poste, soit parce qu'ils sont ailleurs et qu'ils vivent une situation qui les amène peut-être à partir. Donc si on revient un petit peu sur ce que c'est que la reconnaissance, si vous me permettez de redonner quelques points un peu conceptuels, on a fait des travaux de recherche dans le programme là-dessus. Donc il y a 4 formes de reconnaissance. La reconnaissance existentielle sur ce qu'est la personne, et là on rejoint tous les besoins individuels qui ont été présentés dans les keynotes auparavant et tout à l'heure. La reconnaissance sur la pratique du travail, la reconnaissance sur l'investissement, c'est-à-dire le mérite, l'énergie, le temps qu'on passe, et puis bien sûr la reconnaissance du résultat attendu. Donc après, chacun va être sensible à telle ou telle forme. Puis après, il y a des différentes pratiques, c'est-à-dire comment on va exprimer cette reconnaissance. Alors bien sûr, on pense à l'argent, mais il y a aussi des formes individuelles, collectives, régulières, ponctuelles, formelles, informelles. Quand on se penche sur cette question, en fait, c'est un sujet énorme. Et puis, en fait, la question de la relation est fondamentale. La reconnaissance, c'est essentiellement une interaction entre 2 personnes. Et ces personnes peuvent être soit à l'horizontale, des pairs ou des clients, à la verticale, entre guillemets, la hiérarchie. Ça peut être l'organisation, ça peut être en extérieur, les clients ou des fournisseurs. Et puis, d'un point de vue plus social, on retrouve la notion de communauté. Alors, qu'est-ce qui va se passer en fait en termes de reconnaissance ? Il y a 3 problèmes que peuvent vivre des gens et des futurs candidats qui pourraient les amener à rejoindre votre entreprise. Soit ils ont, ce qu'on a nous noté, c'est l'invisibilité, c'est-à-dire une absence d'identification. Les gens ne savent même pas ce qu'ils font, ne savent même pas où ils sont, qu'ils existent. Donc là, c'est vraiment le néant. Ensuite, il y a la méconnaissance, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre les attentes et ce qui est effectivement reconnu.
Donc en fait, il y a une incompréhension de ce que font les gens, où il y a des déformations. Et puis, il y a ce qui est malheureusement très souvent le cas en France, dans notre culture, je pense, c'est la reconnaissance dépréciative, c'est-à-dire des jugements de valeur, où on va donc critiquer sans donner de moyens de solution, sans accompagner les progrès. Et donc, je pense vraiment qu'il y a une manière peut-être d'attirer les talents, puisqu'on dit comme ça aujourd'hui, les futurs recrues, pour leur dire, en fait, nous, dans notre entreprise, on a des moyens assez variés, parce que la reconnaissance, c'est d'autant plus, je dirais, efficace quand on a toute cette palette, en fait, quand on a à la fois une dimension sociale, communautaire, entre pairs, qu'on a des managers qui pratiquent la reconnaissance régulièrement, qu'on a une organisation qui fait attention à ces messages, à la dissonance cognitive entre ce qu'on vit au quotidien et puis les grands messages stratégiques, etc. etc. Donc je crois vraiment ça peut être un concept, on va dire, qui pourrait, j'en fais référence à ce qui était dit juste avant sur la marque employeur, qui pourrait effectivement, disons, nourrir les messages de la marque employeur. Et puis il y a un deuxième point que je voudrais aussi signaler, c'est la dimension corporelle, parce qu'effectivement, c'est vrai que les signes de reconnaissance, puisqu'en fait on échange des signes de reconnaissance, sont d'autant plus forts qu'il y a une dimension non verbale. Et malgré tout, le présentiel, ou au minimum la visio, est ce qu'il y a de plus fort. C'est sûr qu'un email, clairement, la charge émotionnelle que transmet un email, quand même pas la même que quand vous rencontrez quelqu'un et que tout simplement vous lui dites je suis contente de te voir, que tu fasses partie de l'équipe, et rien que ça, c'est important. Donc cette dimension corporelle, c'est vraiment tout ce qu'on se dit là sur le travail hybride. En fait, comment est-ce qu'on va finalement justifier pourquoi les gens reviennent sur les sites de travail, en fait. Je pense fondamentalement que c'est pour se nourrir régulièrement, ça c'est ma conviction, on va dire, ou mon intuition de chercheuse, c'est pour se nourrir régulièrement, pour renouveler ce stock de signes de reconnaissance. En fait, c'est comme une sorte d'oxygénation, parce qu'effectivement, au bout de 1, 2, 3 semaines de télétravail derrière son ordinateur, alors c'est vrai que je pense beaucoup à des fonctions, effectivement, chez Capgemini, et puis encore plus des chercheurs au sein de Capgemini. On pourrait vivre tous sur une île déserte avec un ordinateur. On pourrait très bien y arriver. Ça marcherait presque. Mais je ne suis pas sûre que finalement, les gens, au bout d'un moment, ne nous quitteraient pas quand même un peu déçus. Et puis on n'aurait pas la relation horizontale. Non. Exactement. Donc voilà, donc le corps, la communauté, je pense que ces liens, en fait, c'est des choses fondamentales. C'est vraiment, on est dans l'anthropologie de base, et donc ça passe par, comme je le disais tout à l'heure, des moments rituels, parce que quand les gens reviennent au bout de 2 semaines de télétravail, c'est clair que cette journée-là, ils veulent que ce soit extrêmement riche. Enfin, il y a une sorte d'attente qui est décuplée. Je ne sais pas si vous l'avez vécu. Et c'est ça qui, je pense, est fondamental pour tout simplement donner envie de venir. Alors, je pense qu'on est dans les temps. Vous vous rendez compte, on va très peu dépasser. Donc, on va attaquer tout de suite le 3e sujet. Et je vais vous laisser la parole, parce que c'est un de vos sujets de prédilection. C'est en quoi les nouveaux outils vont pouvoir aider les DRH à atteindre tous ces objectifs qu'on vient de leur fixer, la mine de rien. L'intelligence artificielle, le métavers, enfin tous ces éléments-là, est-ce qu'on va pouvoir les pratiquer? Est-ce que ça va nous aider? Alors, en fait, je pense que le mot-clé pour moi, ça va être très au niveau de l'expérience. Alors, c'est vrai qu'on parle de digital, mais en fait, pour revenir à l'essentiel, c'est vraiment revenir à cette notion d'expérience employée et la dimension émotionnelle qu'il y a. En fait, là, je fais référence à une étude, c'est pour ça que je prends mon papier, qu'on a fait dans un des projets de recherche. On a interrogé 30, alors c'était qualitatif, 30 RH au sein de Capgemini pour voir comment ils avaient vécu le fait d'accompagner cette crise du Covid. Et en fait, on en a tiré des éléments sur l'évolution de la fonction RH, comment elle va pouvoir se débrouiller dans les années à venir, avec cette conviction que le changement il est permanent. C'est pas besoin de faire référence aux philosophes. Enfin, on le constate maintenant. Les changements sont non seulement successifs, mais parallèles. Donc, en fait, on s'arrête jamais. Il y a toujours un truc qui tombe. Donc, en fait, ça demande des capacités, là, des soft skills particulières, et aussi de mettre en place des choses. Et donc, les conclusions de notre étude, c'est que le RH va
sans doute être capable de construire le sens en temps de crise et d'être aussi une fonction référente dans les moments de crise. Et ce qui est pas forcément le cas, en tout cas toutes les entreprises ne l'ont pas prévu de cette manière. Et puis ça va être un facilitateur. Il faut savoir que dans certaines entreprises aujourd'hui, il y a des fonctions nouvelles qui s'appellent les Return to Office Managers, donc des gens dans les RH qui sont chargés de faire revenir les gens qui sont en télétravail pour leur dire venez sur site. Et donc il y a vraiment cette nouvelle problématique. Alors après, quand on parle des outils digitaux, l'intelligence artificielle, on a des exemples déjà expérimentaux de chatbots qui font des sélections de CV. Personnellement, nous, tout ce qu'on a pu expérimenter au sein de la direction recherche, je ne pense pas que ça puisse vraiment... je ne pense pas que ça va révolutionner la fonction. Ce sera une sorte de complément. Ça va automatiser un certain nombre de choses. Enfin, en tout cas, ça, c'est ma conviction. Pardon. Pour ce qui est du métavers, donc là, en fait, on est en train de mener des expérimentations prospectives parce que, effectivement, il va y avoir des nouveaux métiers dans le métavers et les RH vont sans doute être les gardiens de ces nouveaux métiers et ils vont aussi avoir, avec toute cette réalité immersive, des tas de choses qui vont être bouleversées. Payer les gens en bitcoin, avoir des diplômes qui seront certifiés par des NFT, toutes ces choses-là. Eh bien, il va falloir clairement évoluer. Par contre, là où nous, on travaille particulièrement, je vais terminer là-dessus, c'est sur le remote workplace, c'est-à-dire le métavers comme futur espace de travail qui va... qui ne remplacera pas le présentiel, mais qui sera sans doute plus intéressant au niveau humain dans la relation par rapport à ce qu'on vit en télétravail classique avec des réunions, vous savez, avec des visioconférences. Parce que ça permet l'informel, parce que la présence avec des avatars, à la fois ça réduit les distances géographiques, symboliques et hiérarchiques. Et en même temps, ça accélère les prises de conscience. Et nous, on travaille sur un prototype, alors ça va peut-être vous faire un petit peu peur, mais on travaille sur une notion de manager augmenté, qui serait en fait un meilleur manager parce qu'il aurait décuplé son empathie. Et grâce à l'intelligence artificielle, dans le métavers, il pourrait... Alors c'est en conditionnel, on est en train de faire des expérimentations. Grâce à la réalité augmentée, avoir des connaissances qui lui sont rappelées, mais surtout, grâce à l'intelligence artificielle, il pourrait décrypter des expressions émotionnelles, décoder des signaux du visage, etc. Et donc être en temps réel, en fait, capable de mener des interactions avec son collaborateur de manière plus empathique. Donc on espère, en tout cas allant dans un sens plus humaniste. Donc en fait, c'est le RH là-dedans, clairement, il va se retrouver à devoir avoir ses missions fondamentales, ses missions régaliennes, de régulation, d'accompagnement, mais aussi de mettre aussi des limites, mais aussi d'avoir cette créativité, parce que ça va sans doute engendrer de nouvelles postures, de nouvelles activités et de nouvelles modalités de travail. Voilà. Anne, est-ce que la numérisation vous rend plus libre de pouvoir apporter de l'humain à votre mission? Alors moi, j'y vois clairement dans cette numérisation qui nous tombe dessus, un enjeu de formation énorme au niveau RH, parce que sinon on va perdre beaucoup de gens sur la route. Et si je reviens à mon propos de tout à l'heure, on sera aussi gardien de ce collectif qu'on veut créer et qu'on veut alimenter. Or, si la technologie qui nous arrive, certes, sera maîtrisée par tous ceux qui auront la chance d'être arrivés en même temps qu'elle, mais sans doute beaucoup moins par ceux qui sont là depuis plus longtemps, on va avoir à nouveau à entrer dans un sujet de formation, dans un sujet de mettre tout le monde au diapason, et encore une fois, de ne pas en perdre sur la route, parce que ça va être un sujet compliqué. Et là, vraiment, tu nous emmènes dans des sphères que j'ai envie de dire peut-être futuristes, mais ce futur, il est peut-être à la porte, d'après ce que j'ai compris. Et il est donc temps de s'en inquiéter. Et ça va me faire
raisonner sur un autre sujet. J'ai peu de connaissances dans toute cette technologie d'aujourd'hui et de juste demain, mais néanmoins, je sais que ça va nous amener à des discussions et à des champs sur ce qu'on va consommer pour tout ça. Et je me souviens que dans d'autres enquêtes qu'on a pu voir en ce moment, parmi les souhaits des collaborateurs, les choses qui font sens et qui sont importantes pour eux, et on le vit dans les entreprises au quotidien, c'est toute la dimension des enjeux environnementaux. Et là, je me questionne en me disant, mais comment est-ce que dans le même terrain de jeu, on va pouvoir avoir des revendications d'enjeux environnementaux et des revendications de développement plus de nos outils numériques, quels qu'ils soient. Et j'utiliserai peut-être pour conclure ce mot un peu d'actualité actuellement, qui va venir nous dire qu'est-ce qu'on va faire de notre sobriété digitale. Très intéressant. Emmanuel, il y a quelques jours, Gabriel Artero, qui est le président de la Fédération Métallurgie de la CFE-CGC, tweetait « Quand mon avatar ira rencontrer ton avatar RH, ça nous laissera peut-être le temps d'avoir des discussions intéressantes tous les deux. » C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que tu as une idée soit sur l'utilisation du Web3 dans la fonction RH? Est-ce que ça va nous amener quelque chose? Est-ce qu'il faut qu'on commence à travailler là-dessus ou pas? Alors, juste pour rebondir sur la situation que tu viens de décrire, j'ose espérer quand même que les personnes sauront se parler quand même dans le monde réel. Voilà. Je n'oublie pas quand même que le plaisir, c'est finalement d'arpenter les allées de Human Day et de discuter, de se rencontrer, de dire tiens, mais on se reconnaît, etc. Voilà, ça fait partie de notre réalité. Pour répondre à ta question, je vais illustrer d'un élément très concret. Alors, en préparant cette intervention, j'ai revu un film. Je trouvais très intéressant. C'est Ready Player One. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était un film d'il y a une petite dizaine d'années déjà et qui simulait ce qui va devenir le métavers. C'est-à-dire c'était des joueurs qui étaient capables de créer un monde et de vivre dans ce monde en prenant la personnalité qu'ils choisissaient. Alors c'est très intéressant et moi qui interviens dans le monde du handicap, ça ouvre de vraies opportunités. Dans beaucoup de situations, finalement, le monde du travail est une barrière à l'inclusion. Alors on a beau dire, ça fait des années que nous militons pour faire en sorte que toutes les organisations soient accessibles à toutes les formes de handicap, la réalité c'est que c'est pas vrai, etc., etc. Et moi je vais vous donner une illustration très concrète. Je recrutais récemment un informaticien, un ingénieur informatique. Alors, au-delà du fait que ma DRH était très très enthousiaste à l'idée de trouver quelqu'un, elle n'y parvenait pas. Bon. Et en fait, on s'est posé la question, mais est-ce que c'est pas tout simplement ce que l'on propose qui rend incompatible le fait de trouver quelqu'un? Alors effectivement, nous avions une vision, mais alors, très passéiste. Un poste, 5 jours sur 5, à Hasbrook, c'est magnifique, venez, vous verrez. Pour un ingénieur informatique qui, lui, avait peut-être comme parcours de carrière antérieur le fait de voyager dans le monde entier, qui pouvait télétravailler à 100%, et à qui on dit 5 jours sur 5, tu viendras faire partie du collectif, du comité de direction de l'association. On n'était pas très attractif. Eh bien, en fait, on a complètement basculé notre organisation. Et on a recruté quelqu'un qui vient dans l'équipe, mais qui n'est pas forcément un ingénieur informatique. Par contre, aujourd'hui, on travaille avec une plateforme externalisés d'ingénieurs informatiques qui sont en situation de handicap. Et en fait, c'est grâce à ces solutions aujourd'hui que l'on n'imaginait pas il y a encore 2 ans, le fait de dire que parmi les membres de mon comité de direction, il y aura une personne en télétravail quasi permanent, parce qu'elle ne peut pas physiquement rejoindre le site de travail. Eh bien, aujourd'hui, c'est possible. C'est déjà imaginable. Donc, effectivement, ça nous oblige un peu à réfléchir. Mais juste pour finir sur la question de digital et, on va dire, oui, environnement digital et RH, pour moi, finalement, au travers de tout ce qu'on a dit et de tout ce que j'ai entendu durant la journée, il n'y a qu'une seule chose qui est demandée réellement à la fonction RH. C'est d'investir le champ de l'entreprise ressourçante.
On joue beaucoup sur les mots, hein, le RH, ressources humaines, et très souvent, les ressources humaines, c'est ce qu'on tire, pour reprendre ton exemple d'une démarche RSE, c'est ce qu'on tire de la terre et on en fait autre chose. Mais en fait, en faisant ça, on épuise la ressource. Aujourd'hui, comment la fonction RH sera dans les organisations de demain une fonction ressourçante? Je pense qu'il y a plein de sujets et je crois que les DRH, parce qu'ils ont d'abord, ils ont la vision de la réalité du terrain, donc il faut qu'ils l'aient, donc il faut qu'ils en soient proches. Donc si effectivement on arrive à alléger leur charge sur tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, puisque on a évoqué, je ne sais plus qui, durant l'après-midi, tout ce qui est data reproductible, entre guillemets, est automatisable. Alors on ne l'a pas inventé, hein, depuis le début du monde du travail, tout ce qui est automatisable, enfin tout ce qui est reproductible est automatisable. Dans nos métiers, on le voit. Je pense à la paye. Alors les services comptables, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de comptables dans la salle. On est en train évidemment de fortement automatiser les processus. Mais plus on va avoir des processus structurés et automatisés, plus ce sera télétravaillable et donc peut-être demain remplaçable. Mais par contre, il y a effectivement une chose qui ne sera jamais remplaçable, et on l'évoquait je crois tout à l'heure, c'est ce sens de l'humain. La complexité à comprendre un individu, à mesurer ce qui est entendable ici et maintenant dans une entreprise pour répondre aux enjeux de demain, ça c'est une compétence exceptionnelle. Et c'est grâce à ça, je pense, qu'on peut le faire. Alors je donne juste un petit exemple que nous avons mis en place dans notre association depuis maintenant 2 ans. Alors je pense que chacun d'entre nous, quand on est dans la fonction RH, on parle des entretiens d'évaluation, les entretiens d'objectifs, enfin on les appelle comme on veut. Eh bien moi je les ai supprimés. Je ne fais plus d'entretien d'évaluation de mes collaborateurs. Parce qu'en fait, c'était encore la logique du contrôle, le manager contrôle. On vient de dire qu'effectivement, demain, le manager, il doit être dans le care. Comment je vais prendre soin de mes collaborateurs si en fait, la seule attente, c'est qu'ils répondent dans 12 mois à des objectifs que j'ai préfixés avec eux? Alors, de manière délicate, parfois dans le cadre d'une conversation et d'un entretien qui me permet à l'autre de contribuer à la discussion. Bon. Mais dans les faits, si on est vraiment dans une entreprise contrôle et descendante, l'entretien, il est... Qu'est-ce que tu feras l'année prochaine? Bien, nous, on les a supprimés. On a, par exemple, remplacé par des entretiens de contribution et qui permettent aux collaborateurs de déterminer ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils peuvent faire. Pas forcément sur très très longtemps, on n'est pas à 2030, hein, mais dans les 3 ou 6 mois qui viennent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et en quoi l'organisation se met à leur service. Je pense que ça, c'est une des approches qui change. Il y a très longtemps, je suis allé voir mon père et puis je lui ai dit « Papa, je veux être DRH ». Or, il faut savoir que mon père est un des fondateurs de la CFDT. Il m'a dit, à partir du moment où tu fais ton boulot correctement, je n'y vois aucune difficulté. Or, vous 3, votre enfant viendrait vous voir en vous disant, papa, maman, je veux être DRH. Est-ce que vous le conforteriez dans son choix? Qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous lui répondriez? Moi, ça me rappelle quand j'ai commencé ma carrière dans la fonction RH et que les gens me disaient que je cherchais un job en fait dans ce domaine et qu'on me disait mais c'est pas un vrai métier. Donc là, je parle des années 93, il y a à peu près 30 ans. Aujourd'hui, le métier est reconnu par des formations, donc il y a des masters, enfin ce n'est plus un métier, un pis-aller, quelque chose d'un petit peu, on va dire, caché, enfin disons sombre presque. Alors, c'est plus l'officier de gendarmerie. Oui, voilà, c'est plus le jury, le militaire en reconversion ou le psy qui a envie de s'amuser. Donc c'est clairement, il y a un vrai professionnalisme. Après, moi en tout cas, je sais que j'en ai fait le tour au bout de 20 ans. Très honnêtement, au bout de 20 ans, je suis allée au bout de la fonction. Donc là, je ne réponds pas vraiment à la question, mais au bout de 20 ans, moi, j'ai trouvé tous ces processus RH, toutes ces politiques, toutes ces techniques. Et puis surtout, j'ai vu tellement de souffrance, de harcèlement, de stress, de gens vraiment en souffrance que j'ai senti vraiment un profond sentiment d'impuissance à titre personnel. Et donc je pense que si effectivement quelqu'un, un jeune, on va dire, un étudiant, venait me dire voilà, j'ai envie de travailler dans la fonction RH, moi je ne pense pas en tout cas que c'est forcément une vocation pour toute la vie. Alors peut-être qu'on est arrivé à une époque où c'est fini les jobs pour toute une vie, mais en tout cas moi j'ai accepté à un moment donné que j'avais, au bout de 20 ans, que j'avais été jusqu'au bout de ce que je pouvais
y contribuer et puis en retirer. Mais en même temps, j'y reviens, mais un petit peu autrement pour apporter une parole. Voilà. Anne, quelle serait ta réponse et ce sera notre mot de conclusion. Hein. Eh ben moi, je lui ferai une réponse très RH. Je regarderai avec lui s'il est vraiment prêt à aimer les gens. Parce que si la réponse est négative, alors oui, je lui dirai change d'idée. Par contre, s'il me confirme qu'il adore les gens, qu'il adore aller à la rencontre, à la découverte, alors oui, pourquoi pas commencer par un job en ressources humaines. Emmanuel? J'allais répondre l'amour, mais donc effectivement Anne l'a évoqué. Alors en plus, je ne dois pas être très très bon parce qu'un jour j'ai voulu présenter le métier de DRH à mon fils et aujourd'hui il travaille dans la restauration. Mais la cuisine, c'est parfois un peu le métier RH. Donc voilà, mais tout simplement en fait, je crois que notre besoin dans les entreprises de demain, c'est véritablement de construire les conditions de l'engagement des collaborateurs et de placer l'humain au cœur. Alors, c'est peut-être des mots, mais je trouvais que tout à l'heure, Vincent nous avait montré, illustrer la notion du cœur. Mais il faut se rappeler une chose toute simple, c'est qu'il n'y a aucune organisation de travail qui fonctionne sans femmes et sans hommes. Si les gens ne veulent pas agir, vous avez beau leur donner le pouvoir d'agir, mais s'ils ne veulent pas, l'entreprise va se casser la figure. Or, la fonction RH, si on a des gens qui en sont porteurs, peut faire de très très belles choses pour favoriser l'engagement de chacun des collaborateurs. Merci beaucoup. Et puis, merci à l'assistance aussi d'être resté jusqu'au bout. Hein. J'ai une proposition à vous faire, parce que nous n'avons pas le temps matériel de permettre à la salle de poser des questions. Mais par contre, le stand du MagRH est juste à côté. Si vous voulez poser des questions, je peux m'engager à ce que les différentes personnes qui ont participé à la table ronde puissent vous répondre. Et si on a suffisamment de questions, on peut peut-être même en faire un article dans le MagRH la prochaine fois. Merci à vous. Merci. Merci André, bon après-midi.